Je lance Et l'enregistrement. par contre, vous aurez l'obligeance peut-être de me la renvoyer après ou de me faire voir ce que vous avez envoyé, ce que vous avez. Bien Si vous sûr, utilisez quelque part, donnez-moi simplement le lien, hein. bien sûr, on vous fera le retour de ce qu'on va faire. Oui. Bien. Je voulais juste vous dire bonjour, Monsieur Rodonnet, et avoir ce plaisir de vous revoir. Et je vous Oui, laisse entre les bonnes mains du recteur Verdel pour la suite. merci. Je suis en train encore de travailler sur le son parce que moi, vous m'arrivez très faible. J'ai l'habitude de porter un casque. Je ne voulais pas le faire. Mais sinon, on va le faire comme ça, alors. Sinon, vérifiez que vous avez augmenté le son au maximum sur votre ordinateur. Peut-être que. Voilà, voilà, voilà. Allô? Oui, vous nous entendez? À nouveau? Est-ce que. Faiblement, mais écoutez, ça ira, peut-être, hein? J'essaierai de parler plus fort pour être sûr que vous entendiez bien. Est-ce que vous. Très bien. Et vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, Il n'y a pas de problème pour l'enregistrement. on vous entend très bien. Très bien. Alors, une seconde. Jeanne, ravi de vous avoir revu. Mais moi aussi, vraiment très contente de vous avoir vu, Monsieur Redonnet. Merci beaucoup. Ça me fait revivre de bons moments passés ensemble. Et je ne sais pas, je vais vous rappeler une anecdote. Oui, c'est vrai. C'était en 92, n'est-ce pas, que vous êtes arrivé en 92, hein? Je suis arrivée en 91. Oh, ben voilà, j'avais perdu ça. D'accord. Oui, et je me souviens, j'étais juste embauchée. Je vous ai raconté cette anecdote. Et alors, dans vos tours, vous faisiez des tours dans les bureaux, les locaux pour voir le personnel. Et d'un coup, alors, je me tourne, je vois le recteur Redonné en face. Et j'étais toute stupéfaite. Alors, et vous demandez après les étudiants au département santé. Dans le temps, je m'occupais du département santé. Et alors, vous me disiez, et alors, C'est vous ça. avez des étudiants de quelle nationalité, de quelle provenance? Et alors, j'étais toute perturbée devant le recteur. Alors, oui, j'ai des étudiants du Sénégal, du Bénin, de Côte d'Azur et de je sais pas quoi. Là, vous me dites de Côte d'Azur. Je dis, oui, monsieur le recteur, de Côte d'Azur. Je voulais dire Côte d'Ivoire. Et puis, c'est une anecdote que je Côte garde d'Ivoire, c'est toujours. pas grave, on s'est tout de suite entendu. Exact. Bien, je ne veux pas vous retarder, je vous laisse faire votre entrevue et vraiment ravi de vous avoir vu. Merci, Jeanne. Je vous en prie. Au revoir. À la prochaine. Et moi donc. Merci, Jeanne. En tout cas, merci, Monsieur Redonnet, d'avoir accepté cet entretien. Comme vous le savez, l'université a fêté ses 30 ans en novembre dernier. Donc, nous sommes dans l'année universitaire du trentenaire. Et donc, à cette occasion, on organise un certain nombre de manifestations, notamment auprès des alumni. On a rencontré, on a échangé avec nos alumni. Et on échange aussi avec des professeurs, quelques-uns des professeurs qui sont avec nous depuis longtemps. Et moi, je souhaitais qu'on échange aussi avec les recteurs. Donc, sauf erreur de ma part, vous êtes un des premiers et peut-être le deuxième recteur, je crois, de l'université Sangor. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment s'est passée votre venue à l'université? En fait, je suis le premier recteur à l'exercice, car j'ai été précédé par la recteur de création, si je puis dire, et qui n'a pas séjourné à Saint-Maur. Et donc, on m'a demandé de prendre cette position tout de suite, une fois que le Haut Conseil m'a demandé de venir. Je venais de terminer, ou j'ai terminé à ce moment-là, 10 ans de détachement aux affaires étrangères. Professeur d'université, j'ai été successivement conseiller culturel à Canberra, en Australie, à Ottawa, et ensuite, quand je suis arrivé, j'étais à Tokyo. Conseil culturel de France à Tokyo, donc je suis venu, j'ai changé en quelque sorte de détachement à ce moment-là, puisque
il a fallu me détacher auprès d'une organisation qui était dans l'Université Senghor, qui était une entité juridique privée, cette fois-ci, ce qui, évidemment, a été assez intéressant pour moi parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Je suis arrivé donc immédiatement après, non pas tout à fait immédiatement, il y a exactement 30 ans, c'était en février 91, bien que nous soyons en mars. Je suis arrivé, donc c'était ma grande découverte, ça a été que, et je le savais bien sûr, mais je n'avais pas vu toute la mesure de ce que ça représentait, les premiers auditeurs étaient en place. C'est donc qu'il a fallu immédiatement, pour moi, essayer de voir, de penser à ce qu'allait être d'abord la première promotion avec son diplôme l'année suivante, et aussi de voir comment déjà, très à l'avance, si on le pouvait, valoriser ce diplôme. Non seulement le faire reconnaître, mais encore valoriser. Voilà donc mon arrivée, si vous voulez. Il s'agissait de mettre, je ne dirais pas en marche, parce qu'elle l'était en marche, mais faire entrer dans les faits, et en particulier vis-à-vis de ce qui était le plus évident, le plus précieux, le sort, n'est-ce pas, de cet enseignement, de cette diplomation, comme on dirait en Suisse, qui nous permet de dire, voilà, nous avons maintenant une première promotion et elle peut repartir, elle peut repartir sur le terrain dans des conditions assez diverses. D'ailleurs, c'était une chose qui était suffisamment aussi en discussion dans tout ce que l'on faisait dans ces premiers mois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment vont-ils repartir, parce qu'ils sont venus chez nous et nous leur disions avec la promesse de repartir chez eux. Ce qu'on ne voulait pas, c'est que, et on essayait de leur dire, vous savez, vous n'êtes pas dans une organisation internationale qui va vous prendre, vous n'êtes pas candidat auprès de l'UNESCO, etc. Non, c'est tout à fait autre chose. Ici, c'est un élément de formation qui vous demande ensuite de voir, et je suppose que c'est aussi votre motivation, de revenir, si possible, chez vous, dans vos régions, pour maintenant donc prendre des fonctions auxquelles nous allons essayer de vous former. Très bien. Pour revenir à votre arrivée, à votre époque, vous aviez présenté votre candidature à l'université ou on était venu vous chercher justement, comme c'était les tout débuts de l'université? Oui, alors, je n'avais pas présenté ma candidature, non, on était venu me chercher, en effet. On était venu me chercher. C'était dont les membres du conseil, plus un certain nombre de personnes autour, qui m'ont demandé de venir. Et vous connaissiez déjà un petit peu le continent africain, les défis du continent africain à cette époque ou finalement assez peu quand vous êtes arrivé? Pas du tout. Enfin, pas du tout. Non, je n'étais jamais allé sur place, mais étant donné que ma spécialité, c'est l'histoire culturelle des empires britanniques et français, bon, disons que j'avais une certaine idée livresque et historique de la situation de ces différents pays, bien sûr. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi maintenant d'entrer en contact avec l'ancien empire français, si je puis dire. On ne parlait pas de ça comme ça, mais de voir toutes ces nations indépendantes. Et j'étais parfaitement intéressé de voir que cette université, donc, avait le nom de Léopold Sédar Senghor, enfin, toute chose qui me tenait beaucoup à cœur. D'ailleurs, je me permets de signaler qu'à la suite de ma réintégration après l'université Senghor, j'ai demandé un poste et j'ai été accepté à la Martinique, dont j'ai pu faire, si je puis dire, ce nouvel épisode de ma connaissance, si vous voulez. Alors là, cette fois-ci, ça a été la créolité, après la négritude de Senghor. Enfin, ça a été extrêmement passionnant. Et mon passage à Senghor m'a permis de faire
concerne l'université, et au fond, bon, j'étais universitaire, mais je n'avais jamais, évidemment, administré d'université, géré d'université, etc. Ce qui, au passage, était ce qui s'était passé pour le premier recteur, c'est-à-dire le recteur de la création, parce que lui avait été non seulement dans le temps un poste extrêmement important qui était conseiller culturel auprès des universités américaines, et ensuite avait créé en France une université de plein droit qui est l'université Dauphine. Voilà, donc j'avais cette idée. Pardon? Non, vous parlez de M. Tabatoni, c'est ça? Voilà, tout à fait. Mon prédécesseur, M. Tabatoni, le recteur Tabatoni. Et ce qu'il y avait, c'est que je n'avais jamais fait cela, mais quand même, en tant que conseiller culturel, j'avais eu à faire du bilatéral. Si vous voulez, c'est tout à fait normal. J'étais vraiment en relation, surtout avec les universités canadiennes, surtout au moment où la francophonie passait précisément par là, dans les années, à la fin des années 80, avec Ottawa et Québec. Et je veux dire que là, j'avais pour la première fois l'occasion de faire quelque chose qui serait du multilatéral. Et à mon grand étonnement, j'ai découvert, et je m'en doutais, qu'on ne savait pas ce que c'était ces multilatérales. Je ne connaissais pas d'université qui soit multilatérale, en quelque sorte, comme cela. Et ça a été, je dirais, mon principal défi intellectuel, et toutes les conversations que j'ai pu avoir, bien sûr, avec le conseil, avec son président, etc. Vous semblez en tout cas avoir gardé un souvenir très vivace de cette période. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous a le plus étonné c'est-à-dire comment pourrait-il en être autrement, même s'il y a... Je dis comment pourrait-il en être autrement, même s'il y a 30 ans. Je veux dire, pour moi, c'était dans mon parcours personnel, cette fois-ci. Hein. C'était quand même un pion important. Je ne savais pas ce qui suivrait, je savais ce qui précédait, bien sûr, mais cette idée, en tant qu'universitaire, d'entrer dans un mouvement multilatéral m'intéressait beaucoup. Mais peut-être n'en avais-je pas vu toutes les difficultés. Vous avez déjà évoqué quelques éléments de votre action quand vous êtes arrivé, mais qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou étonné en arrivant ici à Alexandrie, dans cette université? Je ne dirais pas que j'ai été étonné. Je veux dire, il n'y avait pas d'étonnement. J'étais suffisamment prévenu. On m'avait dit ceci, cela. Bon, physiquement, je n'étais jamais allé en Égypte, a fortiori jamais à Alexandrie. Je ne dirais pas que j'ai été surpris, mais je suis arrivé à un moment d'ailleurs assez particulier qui mérite d'être mentionné, qui pour moi m'a beaucoup marqué. Nous étions en pleine guerre du Golfe. C'est-à-dire, c'est exactement à ce moment-là. Il y avait, si vous voulez, dans un environnement politique qui m'intéressait, bien sûr, hein, mais qui me paraissait particulier. C'est à ça. Je ne voyais plus l'Alexandrie de mes connaissances. Je n'étais plus Durel, je n'étais plus... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, prenant ce poste à ce moment tout à fait particulier, a été peut-être ce qui a été le plus déclencheur chez moi, parce que je me suis dit que c'était des circonstances qui pouvaient être exceptionnelles, mais qui allaient de toute façon influer sur la façon dont nous allions gérer cette université, puisque là, elle était en marche. Je me souviens aussi de cette période parce que j'étais au Caire, moi, à cette époque. J'étais là pendant la guerre du Golfe. J'étais au Caire en train de faire une thèse, en partie à l'université du Caire. Donc, on aurait pu se croiser. Ah, au Caire, oui. Au Caire, voilà. On aurait pu se croiser. On aurait pu se croiser, en effet, oui, oui. Bon. À l'époque, combien d'étudiants? Je n'avais pas beaucoup de relations avec... Allez-y.
je disais, je n'avais pas beaucoup de relations avec les universités égyptiennes, quoique, évidemment, entrant dans le gouvernorat d'Alexandrie, et surtout parce que la plupart des personnes qui avaient été recrutées localement venaient de l'université d'Alexandrie, une première chose, ça a été d'essayer, n'est-ce pas, d'avoir des contacts avec l'université d'Alexandrie. Je dois dire que ça a pris du temps. Pourquoi? Parce que nous étions totalement, n'est-ce pas, pris par un quotidien qui s'avérait quand même plus que prenant. Et puis le fait que nous ne savions pas comment nous étions perçus par nos collègues. Et bon, c'est vrai que il y avait certainement une perception qui nous avait été présentée comme, vous savez, vous êtes une université dotée de moyens que n'ont pas les autres. Et il ne s'agirait pas d'éclabousser, n'est-ce pas, d'une fausse richesse, ce que font depuis longtemps vos propres les universités qui vous entourent, et notamment celle d'Alexandrie. Bon. Voilà, ça a été ça, si vous voulez. Beaucoup moins important pour moi, bien sûr, parce que ce n'était pas que le sort des auditeurs et des auditrices qui étaient déjà sur place. C'était là que se portaient toutes les attentions. De deux façons, je dirais. La première, immédiatement, je vous ai parlé du diplôme. Heureusement, mon vice-recteur sénégalais m'avait, comment dirais-je, m'avait dit, vous savez, il faudra peut-être l'OPEL, etc. Tout ça, c'est très bien, mais une chose qui est très importante, c'est le CAMES. Bon, le CAMES, n'était pas très vieux à cette époque-là, si je me souviens bien, mais enfin, on m'avait dit, vous savez, un jour ou l'autre, il faudra bien sûr essayer de faire voir que vous faites partie aussi de cet ensemble et que cet ensemble veut bien vous labelliser, vous reconnaître, parce qu'ainsi, il reconnaîtra bien sûr vos étudiants et ce sera plus facile, au sens générique du terme. Et je vois, m'a-t-il semblé, j'ai suivi un peu l'université Senghor après mon départ, modérément, je dois dire, mais quand même, je me suis aperçu que, si j'ai bien vu, les relations avec le CAMES n'ont été vraiment finalisées qu'il y a très peu de temps. Oui, je crois que c'est le recteur Texier, me semble-t-il, hein, qui a… Pardonnez-moi? Je crois que c'est le recteur Texier, ou peut-être un petit peu avant lui, qui a fait les démarches d'accréditation au CAMES, et en tout cas depuis plus de 15 ans maintenant, au moins, hein, je n'ai pas l'historique précis, nos diplômes sont accrédités par le CAMES. Et c'est vrai que depuis, voilà. depuis 5-6 ans, on a un partenariat privilégié avec le CAMES qui est toujours renouvelé. Donc non seulement on fait accréditer nos formations régulièrement, mais en plus on soutient certaines initiatives du CAMES. Par exemple, c'est l'Université Senghor qui a contribué à la création des Olympiades universitaires du CAMES, qui est une compétition entre étudiants à l'échelle du continent. Et le CAMES a beaucoup évolué d'ailleurs dans son organisation. Le CAMES s'est beaucoup modernisé aussi. Oui. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Là, nous étions quand même, là aussi, c'est un peu comme la francophonie, si vous voulez. En 90, imaginez, nous étions sur les idées encore. Hein. Donc, par conséquent, ça faisait partie de tout cet ensemble, je n'en ai pas dire flou, mais cet ensemble qui n'était pas aussi structuré, institutionnalisé qu'il ne peut l'être maintenant. Et donc, peut-être pas aussi venant en support, si vous voulez, de ce qui, de nous-mêmes, n'était qu'une idée riche, formidable, généreuse, mais qui avait à se mettre en place, je me répète. Alors, la deuxième chose aussi qui m'a beaucoup marqué, ça a été le concours de recrutement, parce que une fois que bon, la première promotion allait partir, il fallait déjà penser à la deuxième. Et là, je dois dire que ça a été un gros travail, non pas pour savoir comment organiser les épreuves,
Et là, je dois dire que j'ai reçu le soutien formidable, n'est-ce pas, de l'un des créateurs de l'université, qui était à ce moment-là, évidemment, le ministre des Affaires étrangères d'Égypte, avant qu'il ne parte aux Nations Unies, et qui, grâce au réseau diplomatique égyptien qu'il donc chapeautait, nous a permis de trouver des points d'accord, des points où nous allions pouvoir envoyer les étudiants, où nous étions absolument certains que les conditions se passeraient dans des conditions équitables, évidemment. Donc, si vous voulez, ça a été une énorme chose en peu de temps. Et il a fallu, parce qu'encore une fois, nous étions poussés. À l'époque, vous aviez combien d'étudiants, d'une part ici, et combien de candidats se présentaient au concours, justement? Ah, écoutez, là, dans ma mémoire, il me semble que nous en avions à peu près une centaine par promotion, puisque nous avions pensé que, donc, en 10 ans, c'était ce que nous avions conçu, ou qui avait été conçu au moment de la création de l'université, et il y aurait donc 1000 diplômes qui seraient actifs en Afrique. Donc, je pense que c'était 100, effectivement. Il était très, très, très difficile de faire des appels de candidature. Parce qu'évidemment, c'est la poule et l'œuf, n'est-ce pas? Quand vous n'avez pas une université qui est connue, un diplôme qui est reconnu, comment voulez-vous attirer des gens tout de suite? Alors là, c'est un peu ce qui s'est passé. Alors ça s'est passé grâce surtout à mon vice-recteur, à Souleymane Seck, qui, par ses contacts, en particulier avec le Sénégal, forcément, a lancé la machine. Et une fois que la machine a été lancée au Sénégal, ça a été beaucoup plus facile, n'est-ce pas, de revoir un peu ce qui se passait ailleurs. Ça m'a valu donc d'aller pour la première fois à sa demande, aller rencontrer le président Diouf. Et après nous en avons parlé comme cela à la télévision, puis après, évidemment, je suis allé tout de suite en Côte d'Ivoire. Et ça a été la même chose, si vous voulez. Il y a eu cet effet d'appel, on a commencé un peu à médiatiser les choses. Voilà, la machine pouvait s'enclencher. Alors, ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, bon, nous avions pensé à ça, bien entendu. C'était une des choses les plus importantes. Donc, j'insiste, tout autant que le premier diplôme, il y avait le recrutement des autres promotions et tout ce que ça représentait pour l'avenir. Oui, je comprends, l'organisation du concours, c'est vraiment une tâche très difficile. Voilà. Dans la dernier recrutement qu'on a fait il y a 2 ans, effectivement, on en était organisé dans 30 pays différents, l'organisation des épreuves écrites. Voilà. Cette année, en raison du contexte pandémique, on va faire l'examen en ligne. Hein. Bon, les moyens techniques nous le permettent aussi. Mais juste pour vous donner une idée, hein, on a dans cet appel qu'on vient de lancer là, on a eu plus de 3000 candidatures au concours de l'Université Sangha. Pour recruter, in fine, 160 en première année, 160 étudiants seulement. Donc, on a eu une montée en puissance aussi ces dernières années du nombre de candidatures. C'est ça, oui. C'était aussi fonction des locaux, c'était aussi fonction de beaucoup de choses. On pensait d'ailleurs que 100 au début, si c'est bien le chiffre, mais je le crois, était déjà un nombre extraordinairement fort pour à la fois la façon dont on allait, encore une fois, les recruter, où on allait les chercher, l'appel d'offres, et aussi les bourses pour certains. Je suis très, très étonné parce que les bourses qu'ils recevaient localement ne coïncidaient pas avec la nôtre. En fait, c'était quelque chose d'assez délicat. Hein. Mais il y avait quand même un système de bourse offert par l'université, n'est-ce pas? Ah oui, oui, bien sûr. C'était là-dessus qu'ils venaient. Mais vous voulez dire que des étudiants venaient aussi avec leur propre bourse ou avec une bourse complémentaire? Ben, c'est-à-dire, certains étaient boursiers dans leur propre pays. Et donc, qu'est-ce qui allait devenir? Parce que
pour eux, si vous voulez, et surtout beaucoup qui étaient déjà en fonction et qui étaient aussi de ce fait en détachement pour venir chez nous, il y avait quand même une espèce de rémunération qui se faisait. Et je me souviens très bien, en particulier avec le Sénégal, les moments qu'il y a eu sur le paiement de leur bourse, au moment où, je ne sais pas, de leur salaire, je ne sais pas ce qu'il s'agissait exactement, qui c'est tout un damier dont il fallait avoir conscience, essayer, bien sûr, je le répète, d'avoir suffisamment de contacts pour ne pas faire de bêtises. Parce que sachant que la première bêtise serait fatale à l'université. C'était ça le grand défi. Oui, bien sûr, et elle a connu des crises aussi, des moments de crise, soit provenant des étudiants ou soit de décisions, de mauvaises décisions qui ont été prises probablement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Pour revenir à votre mandat, qu'est-ce que vous diriez des points forts de votre mandat? Vous avez évoqué donc la mise en place du concours, vous avez évoqué la première diplomation. Est-ce qu'il y a d'autres moments forts de votre mandat? Vous êtes resté combien de temps d'ailleurs? C'est 2 ans, 3 ans? Vous êtes... Non, je suis resté sur place 2 ans, un peu plus, et pour l'université, à peu près 3 ans. Alors, avant de redemander de repartir et la fin de mon détachement. Il y a une chose qui... beaucoup de choses, je ne sais pas si ça a servi, je l'espère, mais c'est le moment où il fallait avoir bien conscience de ce que serait l'avenir. Or, il était très difficile de prédire l'avenir. Une chose qui m'a été, je crois, le plus gratifiant, j'allais dire, à titre personnel, hein, ça a été la création de la bibliothèque. Là, je dois dire, je ne sais pas si elle s'appelle toujours la bibliothèque Agnelli, mais il y avait à cette époque-là, donc grâce, n'est-ce pas, alors vous connaissez l'origine de l'université, la sphère du mécénat remise par un expert René Jean Dupuis, puis le fait qu'on attire M. Agnelli, etc. Il y a cette montée donc, de la bibliothèque grâce à cela qui a été un point formidable, mais immédiatement, et c'est ça qui m'a le plus intéressé, je m'étais beaucoup intéressé comment dirais-je, au réseau d'expression quand j'étais en ambassade, TV5 au Canada, puis avec tout ce qui s'est passé avec le Minitel, etc., en Australie, et puis aussi au Japon, à un moment donné, dont j'ai vu arriver le recteur donc, de l'UREF avec les points CIFED. Et là, pour moi, ça a été vraiment la révélation. Je veux dire, nous n'avions pas de connexion, si vous voulez, à cette époque-là. Pensez donc, 90. Internet commençait à peine à sortir de terre. Il y avait donc essentiellement cette idée que, et dans le système francophone et dans les réseaux francophones, il pouvait y avoir donc ce contact à travers les bibliothèques. Et donc, tout ce que j'ai fait, c'est d'essayer effectivement, alors je ne sais pas s'il existe toujours, d'avoir je veux dire, le fait que peu à peu, nous avions des gens qui s'occupaient de la bibliothèque, des véritables bibliothécaires, si je puis dire, et ensuite, bien sûr, des gens qui allaient s'occuper de ces réseaux électroniques qui, nous n'avions pas trop l'idée de ce que ce serait, bien entendu, encore une fois, enfin, du moins pas moi, mais je savais qu'il y avait là un enjeu majeur, et il fallait absolument obtenir un point CIFED. Peut-être qu'à l'époque, la bibliothèque était déjà tenue par une dame qui s'appelle Dina Badawi. Ça vous dit quelque chose? Je crois que c'est une des plus anciennes. Oui, c'était l'assistante. C'était l'assistante, Madame Badawi, oui. D'accord, donc c'est elle. Non,
Oui, c'est ça, oui. Je crois l'avoir vu récemment, là, en regardant votre site. Euh, il y avait, non, c'était une dame qui est venue du Canada, du Québec, à titre privé, si je puis dire, elle aussi. Elle n'était pas en détachement. Vous savez, nous avions beaucoup d'intervenants qui étaient cela, c'est-à-dire les seules personnes qui étaient fixes, et c'était celles dont ont accepté de venir en détachement, ou etc. Ou alors, quelques brillants, comment dirais-je, bénévoles, presque, qui nous ont aidés. C'était un peu cette espèce de bonheur qu'avaient les gens de venir travailler dans ces domaines-là et de le faire dans un milieu tout neuf. C'était l'inverse de ce que nous pouvions nous ressentir parce qu'évidemment, chacun avait une responsabilité très forte et bien, la nouveauté n'est pas toujours un ami à ce moment-là. Mais pour eux, c'était vraiment très bien. Et alors, je vous dis, ça a été très bien. De la même façon que pour diriger le point CIFED, aussi, j'ai eu quelqu'un qui est resté, je crois, très très longtemps à l'université et qui a permis, qui était sénégalais, et qui a permis aussi de mettre tout cela en place. Vous voyez, En tout cas, la ce bibliothèque, genre de choses. en tout cas, la bibliothèque est toujours là et l'année dernière, nous l'avons entièrement Pardon? rénovée. En tout cas, la bibliothèque est toujours là. Elle s'appelle toujours la bibliothèque Agnelli. Et l'année dernière, Très bien. nous l'avons entièrement rénovée l'année dernière parce qu'elle avait gardé son mobilier de l'époque encore jusqu'à l'année dernière. Oui, Et je comprends. Les points CIFED sont devenus les campus numériques de l'AUF. Ils ont pris Ah bah aussi, alors, voilà. voilà, ils ont pris de l'envergure aussi. Et donc là, c'est toute une équipe maintenant qui s'occupe de ça et qui aussi offre des services, bien sûr, aux universités égyptiennes en particulier. Oui, ah bah, formidable. Voilà le réseau. Euh, Dans ce que vous avez, quand vous êtes arrivé, donc c'était tout nouveau, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous aviez essayé de faire, que vous n'avez pas réussi ou que vous n'avez pas eu le temps de faire? Bah, vous savez, je crois vous avoir déjà dit qu'ils avaient été des efforts. Mm. Je ne savais pas ce qu'ils étaient devenus plus tard, si ce n'est que, bon, mes quelques contacts que j'ai eus avec certains de mes successeurs, à titre privé, hein, bien sûr, m'ont permis de me tenir au courant, mais j'ai l'impression que non, ce que j'avais vraiment à faire et qui était très difficile, c'est vraiment d'organiser une administration, si vous voulez, dont on ne savait pas quelle était sa culture. Mm. Je dirais cela. Je vais vous prendre un exemple essentiel, mais tout bête de l'extérieur, c'est-à-dire nous n'avions pas de bulletin de salaire. Mm. Il a donc fallu créer des bulletins de salaire. Ce genre de choses, vous voyez, c'était. Ça paraît encore une fois une anecdote, mais ça n'est pas une anecdote. Voilà. Et, je veux dire, si un jour les historiens s'intéressent au début de cette université, je crois que c'est le genre d'épisode qu'ils feront bien de retenir parce que c'était l'essentiel. Et il y avait derrière ça, mais qu'allions-nous faire lorsqu'il s'est agi de un nombre d'assurances, qui solliciter euh, lorsque on a fait des audits comptables, bon, c'était pas mon travail, mais enfin, je veux dire, on allait me dire, tiens, vous allez avoir quelqu'un comme ça, mais d'où devait-il venir, etc., etc. Vous voyez, toutes ces choses, et c'est là que l'espèce de non, pas de manque, mais enfin, qu'il n'y avait pas encore de culture. Il n'y avait pas de culture université et il fallait ramasser tous ces fils pour créer notre culture propre. Et je vous dis l'exemple le plus amusant, vu maintenant avec du recul, c'est celui des bulletins de salaire.
Je comprends parfaitement ce que vous dites, et même sur l'exemple des bulletins de salaire, parce que moi, quand je suis arrivé, que j'ai commencé donc à regarder un peu toutes les procédures, alors il y avait les procédures, tout ça avait été un peu professionnalisé, mais le bulletin de salaire, moi, je ne le recevais pas. Il fallait que j'aille le solliciter pour qu'on me le donne. Et on me le donnait dans un C'est ça. format qui était très artisanal. C'était fait sur une feuille Excel, c'était pas joliment présenté, c'était pas très professionnel. Et donc, en tout cas, moi, c'est une des tâches que j'ai faites, c'était de rendre toutes nos procédures plus professionnelles et qu'elles traduisent aussi, qu'elles véhiculent un peu notre image d'excellence au-delà de ce qu'on avait l'habitude de Exactement. faire, de ce que, voilà, on avait l'habitude de faire les choses d'une certaine manière et on ne remettait pas en cause Oui, ces choses-là. Ça, c'est vraiment difficile ici en Égypte et d'une oui. manière générale. Est-ce que vous avez gardé des liens, donc vous aviez évoqué donc vos successeurs, mais avec des étudiants, par exemple? Je sais que vous êtes passé en Afrique il n'y a pas très longtemps, vous avez dû rencontrer Oui. des anciens diplômés. J'ai demandé précisément à rencontrer les auditeurs, enfin, les alumni, enfin, c'est comme ça que, effectivement, immédiatement, ils m'ont invité. Nous nous sommes rencontrés avec c'est Madame Khoudia, hein, c'est Diane, c'est ça, et son collègue à Dakar. Euh, on a essayé de me faire rencontrer les deux auditeurs de la première et de la deuxième génération, deuxième cohorte qui étaient en poste, en particulier un étant ministre, l'autre étant secrétaire général de la présidence, si je me souviens bien. Je n'ai pas pu le faire parce que je n'ai pas pu aller à leur rencontre. Mais enfin, voilà, c'était la première fois. Hein. Tout le reste n'avait été que par accident. Je me souviens par exemple un jour, en sortant d'un cours à la Sorbonne, donc en géographie, et avoir un étudiant de ma première promotion qui me dit: Tiens, vous êtes là, monsieur le recteur? J'ai dit: Oui, et vous aussi, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je fais des recherches. Donc, c'était quelqu'un qui n'était pas reparti, pas dans autre chose, mais qui était dans la recherche. Et alors, je me suis dit: Tiens, c'est curieux, il y a des gens qui ont donc continué, qui sont dans la recherche. Voilà. À part des exemples rares comme cela, ce n'a été que il y a 3-4 ans, quand j'ai commencé vraiment à vouloir reprendre contact parce que j'étais sur place, que ça s'est fait, n'est-ce pas, mais avec les étudiants. Sinon, non, je n'ai pas eu, malheureusement, je n'ai pas eu de contact avec les étudiants. Vous savez, l'idée des associations d'anciens, hein, etc., qui commençaient aussi à se monter d'ailleurs. Les gens qui étaient de cette première promotion et surtout de la deuxième sont des gens qui nous ont pressés à dire: voilà, écoutez, vous nous reconnaîtrez, vous nous suivrez comme ça, mais nous vous suivrons aussi. Et bon, c'était parti déjà à cette époque-là. Je ne sais pas comment ça s'est matérialisé dans les différents pays, mais je suppose que par exemple au Sénégal, ça a dû être des plus faciles, des plus rapides, hein, à organiser, avec des gens qui vraiment voulaient non seulement continuer à faire vivre ce qu'ils avaient connu, et aussi à nous aider à promouvoir un peu l'esprit Senghor. Aujourd'hui, les étudiants, effectivement, sont structurés en associations nationales, on les appelle les AIDUS. Association, voilà. Là, AIDUS, Association internationale des diplômés de l'Université Senghor, AIDUS pays, donc il y a AIDUS Sénégal, Ah AIDUS oui. Niger, AIDUS Côte d'Ivoire, etc. Et il y a une association chapeau, qui est l'association internationale elle-même, mais ça fait quelques années en tout cas qu'elle était dormante. Il ne se passait plus grand-chose. Dans certains pays, comme le Sénégal par exemple, avait une association très active qui faisait la promotion de l'université, qui accompagnait les candidats aussi, qui préparait les candidats au concours, etc. Mais bon, à part quelques associations comme ça, le réseau dans son ensemble était un peu dormant, hein. Il y avait quelques initiatives personnelles. On a mis en place, nous, un programme justement alumni pour réveiller un peu tout ça, pour redynamiser tout ça. Et on a un bon retour des étudiants, enfin, des diplômés, des jeunes diplômés. Et on essaye maintenant de plus en plus de les mobiliser dans nos formations, d'une part ici à Alexandrie, chaque fois qu'on le peut, mais aussi, puisque maintenant nous avons des campus en Afrique, de les faire intervenir dans les campus ou même de les faire participer à des projets, à des études qu'on mène en Afrique
Par exemple, en ce moment, on mène une étude pour une implantation en Afrique centrale avec le soutien de l'Agence française de développement et on mobilise nos alumni pour aller recueillir les données de terrain, etc. Donc, il y a une dynamique vraiment qui est en train de prendre là et on a mis en place une plateforme aussi pour qu'elles s'identifient, pour qu'on les retrouve plus facilement. Je voudrais revenir un petit peu en arrière. À votre époque, il y avait ce qu'on appelle la fondation de l'Université Senghor. Je pense qu'il y avait apporté donc, un appui, où on parlait de la bibliothèque et autre chose. On a perdu un peu la trace de cette fondation. À votre époque, c'était un instrument très actif de l'université? Ben, vous savez, c'était le seul. C'était le seul. Hein. Eh bien oui, c'était le seul, plus cette fondation, et précisément c'est parce qu'il y avait des donateurs, etc., qui en faisaient partie, que la chose a pu se développer, parce que tout ce qui était public n'existait pas en termes de moyens, en tout cas. Il y avait de la bonne volonté ou pas, mais il y avait toujours cet éloignement par rapport à ce qui devait être notre fonctionnement, et en particulier toutes les questions financières, qui n'appartenaient qu'à la fondation. Donc, vous n'aviez pas une grande visibilité financière, justement, pour les années à venir. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et oui, parce que une fondation, c'est bien joli. Ça avait été effectivement monté remarquablement avec des premiers donateurs très importants. Mais enfin, bon, je veux dire, ça ne pouvait pas, me semble-t-il, surtout tant que le caractère de l'université n'était pas défini et qu'elle n'aurait pas fait ses preuves, ça n'était pas un moyen suffisant pour mettre tout en marche. Donc, à votre époque, il n'y avait pas de dotation étatique. La France, le Canada, la Belgique, etc. ne mettaient pas des moyens. Si, il y avait quelques moyens, minces, je dois dire, mais là, je pense qu'on attendait que nous fassions nos preuves aussi avant d'aller plus loin. Et je crois comprendre que, alors, je vais prendre simplement le cas français, on avait d'autres priorités aussi, je veux dire. Bon, cette université était venue s'implanter, mais je me souviens à l'époque où, bon, on essayait d'aider encore telle université au Liban. On avait créé un cycle universitaire en Turquie. Si vous voulez, il n'y avait pas, comme ce n'était pas du fait des affaires étrangères, bien sûr, l'affaire ait été poussée au début par le président Mitterrand lui-même, je veux dire, mais je veux dire, il n'y avait pas, si vous voulez, de relation ensuite avec ce qui pouvait être une gestion, enfin, une dotation publique de l'université. Nous avons fort heureusement eu au début de très gros donateurs. Alors, vous me parlez des États, etc. Il y a deux choses qui se sont passées à mon époque, à part la contribution française qui commençait à arriver et qui a été confirmée ensuite par le fait que nous avons réussi à avoir comme, j'allais dire, marraine de la première promotion, Madame Tasca, qui était à cette époque le ministre de la francophonie, donc, si je me souviens bien, au secrétaire d'État, et qui est donc a dû, me semble-t-il, enclencher le mouvement de ce côté-là. Alors, du côté canadien, qui était le deuxième grand partenaire, il y avait cette curiosité qui consistait à dire, voilà, je ne finance que le département environnement. Et ça, évidemment, ça n'était pas quelque chose qui facilitait le travail du recteur. Parce que, bon, un État dans l'État, je veux dire, même si vous n'êtes pas centralisateur, il n'empêche quand même que tout vous échappait. Vous voyez, donc c'était, je dirais pas, c'était un manque d'aise. Ce n'était pas un malaise, mais c'était un manque d'aise qui tenait à cela. Alors voilà comment c'était fait. Du point de vue belge, non. Du point de vue belge, il n'y avait que des dotations privées. Et la Suisse avait apporté un soutien, ou le Québec lui-même en tant que province? Non plus. Non,
Non, non, non. Au Québec, non, il y avait simplement un donateur privé. D'accord. Paul, Aujourd'hui, il Paul, n'y a plus Paul de... Desmarais, Paul Desmarais, dont vous avez gardé, je crois, le nom à Oui, l'auditorium, non? oui, oui. Aujourd'hui, il n'y a plus Voilà. du tout de Non, mais vous donateurs voyez, privés, hein. oh, je suppose que vous n'avez plus de donateur privé. Non, 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 vous êtes rentré dans. Non, non. Institutionnalisé, oui. Voilà ce que nous cherchions. Enfin, c'était aussi le souhait de la fondation, mais on savait très bien qu'un jour ou l'autre, on ne pourrait pas travailler comme ça avec de 30 et quelques nationalités sans avoir cela. Une chose qui pourrait vous intéresser aussi pour moi, dans ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que nous avons pu, dès le début, accueillir des... Alors, ça n'a peut-être pas arrangé les choses, des auditeurs, des auditrices qui n'étaient pas de pays faisant partie de la CCT à cette époque-là, de l'agence. Je pense en particulier à l'Algérie. C'était très intéressant de voir comment ils venaient, étaient formés. Et puis après, il y a eu, moi ça a été mon grand bonheur, lorsque nous avons fait venir des étudiants vietnamiens. C'était dès la deuxième promotion, les étudiants vietnamiens sont arrivés. Donc, et nous étions, à cette époque-là, les Vietnamiens, là aussi, n'étaient pas du tout dans le concert international de la francophonie, puisque Hanoï ne s'est déroulé que beaucoup plus tard. Mais enfin, vous voyez, il y avait déjà cette attirance. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir précisément comment ce qu'ils concevaient, parce que des gens qui étaient à l'extérieur de la francophonie, par définition, étaient à l'extérieur des programmes de reprise, enfin de passage du privé, du public au privé, etc. Enfin, tout ce que nous essayons de faire politiquement et internationalement en même temps. Et des gens qui, donc, étaient déjà ils venaient bénéficier de quelque chose pour agir en Afrique. Alors, agir en Afrique. Pour l'Afrique, je ne sais pas. J'ai souvent posé la question aux étudiants vietnamiens qui arrivaient en disant, mais au fond, qu'est-ce qui vous intéresse? On comprend très bien qu'il y ait des Français, des Canadiens, des Suisses, etc., à la rigueur des Algériens, bien qu'à cette époque-là, c'était particulièrement fermé, et surtout vis-à-vis de choses qui étaient, j'allais dire, francophones. Il y avait quand même... que venait-il faire? Mais ça donnait aussi une dimension internationale à laquelle je n'avais pas pensé, ou du moins, à mon avis, quand on avait créé cette université, on n'avait pas pensé qu'il pourrait y avoir des gens de l'extérieur venant. On était effectivement les anciennes puissances qui maintenant se mettaient au service de la francophonie. Non, mais c'est excellent. Enfin, je veux dire, mais ça, si vous voulez, c'est plus qu'un épisode pour moi aussi. L'arrivée des étudiants vietnamiens. C'est intéressant ce que vous dites. Ils étaient 4, si je veux. C'est intéressant ce que vous dites, et c'est vrai qu'on n'a pas eu d'étudiants d'Asie du Sud-Est depuis longtemps. Il y a eu des Cambodgiens aussi, je crois, après. Mais on essaye de les attirer. On fait de la communication chez eux. Peut-être que maintenant, ils bénéficient dans leur pays aussi d'infrastructures de formation qu'ils n'avaient pas à leur époque. Mais ce qui est intéressant, c'est votre débat sur en Afrique ou pour l'Afrique. On a eu ce débat, nous, ici, en interne, dans le cadre de notre plan stratégique, justement, et on a toujours insisté dans plusieurs messages qu'on fait passer, qu'on travaillait effectivement pour le développement africain, mais que les étudiants ou que les gens qui pouvaient bénéficier de l'Université Senghor pouvaient être des non-africains, pourvu qu'ils s'intéressent à l'Afrique ou qu'ils envisagent d'agir au service de l'Afrique. Très bien, monsieur. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça Très n'est bien, pas monsieur. simplement la route de la soie. Oui, bien sûr. Très bien. Écoutez, non, mais c'était ce que vous l'aviez à l'esprit avec, si vous voulez, avec le Vietnam. C'était évident en 90. Bon, on entrait précisément dans le moment où le Vietnam, bon, allait devenir ce qu'il est, c'est-à-dire
ce partenaire extraordinaire qu'il a toujours été, sa créativité, etc., ces gens-là. Mais bon, ben, que venait-il faire à l'Afrique? Ou qu'allait-il faire pour contribuer à l'Afrique? N'était-ce pas simplement se servir soi-même? Et que dire, moi? Donc, toutes ces idées, si vous voulez, devaient être prises peu à peu, une à une, alors que, encore une fois, rien n'était vraiment assis et institutionnalisé pour que, en retour, nous puissions dire oui ou non, ou tiens, il vaudrait peut-être mieux faire autre chose, ou peut-être pourrions-nous engager un partenariat sur d'autres paramètres. C'est le problème des débuts. En tout cas, je vois que les questions que vous soulevez sont toujours d'actualité. On se pose toujours ces questions-là. Hein. Oui, oui, oui. Bon, je me doute bien, 30 ans quand même, même avec l'évolution actuelle du monde, c'est quand même un très, très court temps. Vous avez encore 2-3 minutes. On parlait tout à l'heure des crises. Moi, j'ai tout mon temps. Voilà, mais moi, j'ai une réunion dans 15 minutes à peu près, une autre réunion. On parlait des crises, on avait évoqué des grèves. Je ne sais pas si vous en avez connu à votre époque. Je sais qu'il y en a eu après, en tout cas. On a parlé de la guerre du Golfe. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles quand même durant votre mandat ici? Ah ben, la première crise que j'ai eue, qui était extraordinairement importante, c'était sur l'obligation imposée par le gouvernement égyptien d'avoir des auditeurs et des auditrices qui aient eu un test SIDA. Ouais, c'est toujours d'actualité. Et là, vraiment, nous avons eu une grève extrêmement importante. C'était d'ailleurs très curieux parce que ça s'est passé exactement le jour du 50e anniversaire de la bataille de Alamein. Et donc, fin octobre 92. Et il y avait, si vous voulez, cette espèce de l'extérieur, l'intérieur, je ne sais pas comment vous dire. Il y avait là aussi une atmosphère qui était à la fois joyeuse et électrique. On voyait des anciens combattants dans la rue. Il y avait des grèves à l'intérieur. Et au-dessus de ça, il y a eu un tremblement de terre. Oui, 92. Oui, je me souviens. J'étais en Égypte à ce moment-là. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, moi, ça a été parfaitement intéressant parce que, bon, il y avait cette grève, mais malgré la grève, si je puis dire, dès que on a vu un moment de solidarité extraordinaire de la part de nos étudiants. Ils sont partis en ville, d'ailleurs. Enfin, tout le monde n'était pas d'accord parce que bon, la version officielle, c'est qu'il n'y avait pas trop de maisons détruites, de morts, etc. Porter des couvertures, etc. Et ça, si vous voulez, ça ne s'oublie pas. Oui, je comprends. Oui. Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Redonné, d'avoir consacré 1 heure de votre temps avec nous. Donc, on vous fera le retour. Déjà, je vous transmettrai l'enregistrement brut, là, tel qu'on l'a fait. Et puis, on va faire un montage avec ces divers enregistrements. Hein, et puis, on diffusera ça sur nos réseaux sociaux. Donc, vous serez informés. Est-ce que vous êtes abonné à la page Facebook de l'université? Oui, je suis Voilà, sur donc, Facebook. Oui. donc, si vous pouvez vous abonner à la page Facebook de l'université, vous pourrez voir l'actualité régulière. Je suis abonné à la page de l'université. À la page. Oui, Bon, je reçois les choses. C'est très bien. Donc, vous suivez un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que lorsqu'il a été question pour moi de revisiter le Sénégal, à titre privé, en fait, je connais mon épouse qui travaillait sur place, ça a été l'occasion de refaire un peu le point, voir ce qui existait, etc. Et c'est là que j'ai découvert, effectivement, un certain nombre de moyens modernes maintenant, de sites, évidemment, je ne m'étais pas vraiment intéressé à cela. Je vous rappelle quand même qu'après après Senghor, bon, ça a été l'Amérique du Nord, Haïti, etc., qui m'ont intéressé, où j'ai continué et où je suis encore. Donc, je veux dire, toute cette partie, hélas, de la francophonie
Une chose que je voulais vous dire, néanmoins, c'est que, puisque vous avez mentionné le Cambodge, nous avons ici, et je fais partie d'un conseil d'administration à titre bénévole, d'une association qui aide les filles depuis 20 ans hein, à rester à l'école au Cambodge. Voilà. Et mon travail a été, et j'ai été formidablement aidé par l'ambassade de France à cette époque-là, a été de voir quels étaient, au fond, les accès universitaires qui étaient disponibles au Cambodge pour le Cambodgien. Et quand vous avez fait mention de ce qui se passait, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec le réseau de ce qu'on appelle les universités publiques, dont les universités royales, la plupart d'ailleurs ayant été refondées après les crises Khmer Rouge par des universités françaises, marchent admirablement bien et fonctionnent admirablement bien. Donc, c'est peut-être pour ça, si vous voulez, que... Et puis, les universités privées sur place, alors n'en parlons plus maintenant, parce qu'elles sont, même si elles sont un peu chancelantes aussi, parce que tout dépend qui est derrière. Mais pour ne prendre que le système royal, et surtout appuyé par la France, il y a des choses remarquables qui se font. Donc ne soyez pas trop étonnés si, à moins qu'ils ne veuillent, évidemment, reprendre ce que nous disions, c'est-à-dire une contribution à l'Afrique, je ne sais pas comment, d'un point de vue formation, ils viendront plutôt chez nous. Ça a beaucoup évolué tout ça aussi. Et bon, la reconstruction du sud-est asiatique, en particulier du Cambodge, a été extraordinaire. C'est les Chinois qui pourraient avoir un intérêt à venir chez nous pour mieux connaître les cultures africaines, justement, parce qu'ils sont très présents en Afrique, pour le coup. Oui, c'est pour ça que je vous parlais de la route de la soie, mais oui, très bien. Mais en même temps, nos bailleurs ne sont pas très chauds. Il faudra. Mais nos bailleurs ne sont pas très chauds à aider la Chine à se développer en Afrique. À s'implanter. Oui. Pour terminer, est-ce que ce n'est pas indiscret de vous demander votre âge, monsieur Redonné? Non, j'ai 78 ans. D'accord, donc vous aviez 48 ans à l'époque à peu près, alors. Écoutez, j'ai fait mon 50e exactement au moment de la célébration de El Alamein, puisque je suis né ce jour-là. et de la première grève de l'université. Donc vous étiez plutôt un jeune recteur. Ah, écoutez, je ne sais pas ce que vous appelez jeune recteur, mais oui, j'avais 50 ans. Oui, je crois que vos successeurs... Certainement beaucoup plus jeunes qu'aujourd'hui. Oui, beaucoup plus jeunes que d'autres en tout cas, qui vous ont suivi. Merci, monsieur Redonné. Malheureusement, je dois vous quitter parce que j'ai une autre réunion qui s'enchaîne cette fois-ci avec notre commissaire aux comptes qui travaille à distance. Il est au Canada et il travaille à distance avec nous et on a un rendez-vous là maintenant. Cher recteur, merci encore. Merci de votre invitation à venir. J'espère que ça vous aura servi. Oui, ça sera très utile. En tout cas, c'est toujours avec plaisir. Et puis, ça nous permettra comme ça voilà, de construire aussi des archives pour l'Université Senghor et pour les années à venir. Ah oui, j'espère que vous aurez un jour un bon historien qui viendra. Oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien que Pierre raconte toute l'histoire. Je ne vois rien en ligne, n'est-ce pas? Je voulais vous le dire, je ne vois rien. Non, mais il n'y a pas grand-chose. Et on a collecté quelques documents, mais on n'a pas effectivement diffusé ça. Il faudra qu'on le fasse. Je pense qu'on a encore un projet à faire autour de ça. Très bien. Merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous avez d'autres messages à nous faire passer, n'hésitez pas à nous faire passer par mail. À très bientôt peut-être. Et puis, sachez que je vous suis fidèlement. C'est gentil. Merci beaucoup à vous. Espérons peut-être vous croiser à une occasion ou une autre. Au revoir. Au revoir. Ma foi. On ne sait jamais.